Hop. Du coup, le temps que Dominique s'installe. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de voir du monde en vrai. Effectivement, Adrien Devos, je m'occupe des questions numériques à l'Agence Alpine des Territoires, qui est une association de collectivités basée en Savoie. Et on est partie prenante du Hub Innora. J'ai grand plaisir aujourd'hui à animer cette table ronde, alors qui est à la fois ni ronde ni une table, et en plus tous les intervenants ne sont pas physiquement présents, mais avec Dominique Pasquier et Angie Gaudion, qui est à distance. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, on va d'abord avoir une intervention de Dominique Pasquier qui va nous parler de la question de l'Internet et des pratiques numériques des classes populaires à partir d'une enquête passionnante qu'elle a coordonnée. Et puis, on aura après un regard croisé avec Angie Gaudion, donc chargée des relations publiques, co-directrice, je crois, Angie, de l'association Framasoft, où on parlera des questions d'émancipation des classes populaires avec le numérique, et de se dire finalement, est-ce que le numérique sert à tous de la même manière pour développer ses pratiques, pour s'enrichir, pour trouver sa place dans la société, et notamment au regard des enjeux liés aux GAFAM. Ça crachote ou c'est moi qui... C'est bon, ça crachote un peu. Je vais me mettre un peu plus loin. Ouais, ça capte. Et donc, notamment au regard des enjeux des géants du numérique, des GAFAM, du numérique éthique, qu'un certain nombre appellent de leur vœu, et de voir comment cette question-là est ou pas un sujet pour les publics qui sont ceux de l'inclusion numérique, des médiateurs numériques au quotidien, et qui cherchent en général surtout à gérer des urgences sociales et du quotidien plutôt que de se poser des questions à grande échelle. Et donc, on va aborder ce sujet-là. Donc, je te propose, Dominique, de présenter peut-être rapidement et puis d'attaquer. Merci, et puis je suis très, très heureuse de cette invitation parce qu'on a souvent l'impression que les recherches ne servent à rien, donc c'est vraiment bien de pouvoir les confronter à des acteurs qui sont sur le terrain toute la journée, qui voient les choses à travers des pratiques réelles, et j'espère que ce que je vais vous présenter fera sens par rapport à votre quotidien professionnel. Donc, d'abord, je voudrais commencer par peut-être dire à quel point je suis réticente au terme de fracture ou d'inclusion numérique, qui est un terme qui laisserait entendre qu'il y a d'un côté ceux qui sont dedans, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont dehors, et que donc les inclus, les exclus, alors qu'en fait, il me semble que, et notamment l'enquête que je vais vous présenter, montre plutôt qu'on a une très grande diversité de situations, et qu'il y a des tas de gens qui arrivent à très bien se servir d'Internet pour certaines choses et pas du tout pour d'autres, qu'il y a aussi des individus qui n'ont pas envie du tout de rentrer dans le monde Internet, que donc la situation recouvre beaucoup de cas qui sont qui sont très variés, qui sont hétérogènes, que les motivations à utiliser Internet sont différentes selon les populations. Donc, j'aimerais commencer peut-être par ça, c'est-à-dire à savoir que pour moi, il ne faut pas parler de fracture numérique, il faut parler de fracture culturelle, de fracture sociale, et après voir en quoi cette fracture culturelle ou sociale débouche sur des usages ou des non-usages. Je pense que les non-usages sont tout aussi intéressants à étudier que les usages. Je pense aussi qu'on a vraiment besoin d'avoir plus, et l'enquête que j'ai faite est une contribution modeste à ce qui devrait être beaucoup plus développé, à mon sens. On connaît mal, il y a eu beaucoup de travaux sur les jeunes urbains, les pratiques avancées, tout ce qui est, parce que c'est aussi plus facile de trouver des financements sur les usages avancés d'Internet. Et je pense qu'il y a eu quand même un certain trou dans les recherches, et c'est ce qui avait motivé la mienne, du côté de ces classes populaires qui sont arrivées plus récemment dans l'univers Internet et qui sont arrivées à la faveur de deux choses. L'instauration de forfaits illimités, puisque Internet existait avant et parfois il y avait certaines fractions des classes populaires, les artisans notamment, qui pouvaient être connectés. Leur travail le demandait, mais le coût
de la connexion à domicile était absolument impensable pour les budgets et supposait beaucoup trop de surveillance des enfants pour que ça soit jouable. Et puis surtout, je pense que c'est la révolution du smartphone qui a fait basculer et qui a permis la démocratisation d'Internet. Donc, en gros, je vais parler de fractions de la population française qui sont entrées dans l'univers Internet plutôt vers 2007-2008. Les chiffres de cadrage du CREDOC ou d'autres instituts montrent assez bien que l'extension du monde des ouvriers et des employés s'est faite à partir de 2007, où là, il y a eu un rattrapage absolument considérable entre 2007 et 2019, en gros, puisque les derniers chiffres sont plutôt de 2019, où on voit que finalement, on est parti de 30% maximum d'équipés chez les employés, 23% chez les ouvriers, à des chiffres qui sont assez proches aujourd'hui de ceux des cadres, des professions intellectuelles, des professions intermédiaires. Donc, il reste un petit décalage, mais ce décalage est faible en termes d'accès. Et donc, la démocratisation s'est faite. Ce sont des individus qui utilisent Internet dans leur vie de tous les jours. Maintenant, vous êtes confrontés, de par votre métier, à des formes de non-utilisation possibles qui sont plutôt liées, je vais y revenir, à d'autres raisons que la pratique du numérique en tant que telle. Donc, l'enquête que je présente, c'est cet ouvrage, l'Internet des familles modestes, qui porte sur qui était centré sur une double question de recherche. Qu'est-ce qui se passe quand un outil qui a été conçu par des classes supérieures très diplômées, les universités américaines en gros, fondé sur l'écrit, fondé sur un système clavier-souris, l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe quand cet outil arrive dans des milieux qui sont non diplômés, qui ont pas du tout d'utilisation professionnelle dans leur vie de tous les jours de l'ordinateur, et en quoi aussi cet outil peut-il ou non accompagner des transformations des classes populaires. Donc c'est un peu une question à double sens. Je ne suis pas du tout certaine d'avoir réussi à y répondre, mais j'ai fait ce que j'ai pu en travaillant à partir au départ d'entretiens auprès d'une population bien spécifique que je pourrais appeler les classes populaires stables, c'est-à-dire une population d'employés des services à la personne en milieu rural, donc beaucoup d'aides-soignantes qui travaillaient dans les maisons de retraite, beaucoup d'aide à domicile dans le cadre de l'aide à domicile en milieu rural, des agents de services hospitaliers. Donc, une population qui a un travail, qui a une certaine stabilité de vie, souvent une maison individuelle, souvent construite par le mari et ses amis, et qui ont une vie familiale, se sont équipés sous la pression des enfants, toujours, hein, mais ça, c'est vraiment un grand classique, les enfants ayant argué du fait que c'était indispensable d'avoir Internet pour l'école, et qui ont rencontré Internet, en gros, depuis un petit peu plus de 10 ans. Il y a beaucoup de femmes dans les entretiens que j'ai faits, c'est normal, puisque les employés du service à la personne sont une population très féminisée. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir aussi pouvoir travailler, analyser des comptes Facebook d'ouvriers et d'employés qui avaient à peu près le même profil en termes d'âge et de lieu de résidence, c'est-à-dire milieu rural, 30-50 ans, des adultes, euh, euh, qui donc venaient d'une autre enquête. Donc les entretiens, je n'ai pas pu avoir les comptes Facebook des gens que j'interviewais, et je n'ai pas pu interviewer les gens dont j'ai analysé les comptes Facebook. C'est une enquête qui a été compliquée de ce point de vue-là. Je vais juste aborder quelques points qui pourraient peut-être être utiles pour vous. Il me semble que Internet, d'abord, a été vécu comme l'univers des autres, hein, celui des classes supérieures, celui de ceux qui étaient équipés depuis longtemps, celui de ceux qui avaient un ordinateur. Et ce qui a provoqué le choc, à mon sens, dans la population que j'ai pu étudier, du rapport à l'écrit, de l'obstacle de l'écrit.
puisque au départ, c'était quand même un univers très fondé sur un écrit, voire même si ce n'était pas un écrit aussi formel que celui du livre imprimé, c'était quand même un rapport à l'écrit qui était sous-jacent, qui était demandé. Et puis, il y a eu aussi cet univers lointain, c'est l'entrée dans le monde du savoir. Internet, c'est un énorme réservoir de ressources pour penser le monde, pour comprendre des choses qu'on ne savait pas. J'ai fait mon enquête dans des milieux ruraux, semi-ruraux. Les bibliothèques sont loin. Donc, on passait, il y avait quelquefois il y avait les dictionnaires, il y avait les quid, des livres comme ça qui permettaient de se renseigner. Mais là, d'un seul coup, il y a cette espèce de profusion de ressources informationnelles qui ont été saisies de façon très forte. Et ensuite, j'évoquerai le problème tel que je l'ai compris à partir de cette enquête, le problème de la dématérialisation administrative et en quoi ce problème de la dématérialisation administrative est, à mon sens, profondément lié à une peur de la chute sociale qui est très forte et très sensible dans ces milieux de travailleurs pauvres, c'est-à-dire ils ont un métier, mais ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Voilà. L'obstacle de l'écrit, j'ai pu le constater, il avait été noté dans très peu d'études auparavant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux sur les classes populaires et Internet, et j'ai pu le constater de façon assez frappante dans cette enquête, à travers plusieurs phénomènes. Le fait d'abord que personne ne se dirigeait vers les écrits les plus formels et les plus pérennes, ceux qui sont destinés à durer. Le fait qu'on échange, on échange sur Internet beaucoup moins avec de l'écrit qu'avec des images, et le fait qu'il y a une énorme circulation de ce qui a été reçu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un univers de partageurs, beaucoup plus qu'un univers où on crée des contenus. Ça a des conséquences assez directes. Le fait de se tourner vers des écrits non pérennes et peu formels, ça veut dire qu'on pratique beaucoup le texto, mais qu'on ne pratique pas le mail. Le mail est vraiment quelque chose qui fait peur. Qu'on va sur des chats, qu'on va sur des forums, mais qu'on n'écrit pas sur des forums, on n'intervient pas. Qu'on utilise Facebook très facilement avec une écriture assez phonétique et beaucoup de circulation d'images, je vais y revenir, et qu'on n'utilise absolument pas Twitter. Et surtout, je pouvais comparer, puisque l'enquête d'où j'ai tiré les comptes Facebook que j'ai étudiés était une enquête avec 12 000 comptes Facebook qui avaient été aspirés depuis la création du compte, avec le consentement des interviewés, enfin des enquêtés, bien sûr, mais on voyait qu'il y avait d'énormes différences entre les comptes Facebook des classes supérieures, des enseignants, et dans la manière d'utiliser ce dispositif, à tel point que je pouvais même me dire, finalement, il y a le même dispositif qui s'appelle Facebook, c'est un réseau social, mais il n'a pas du tout, on dirait que ce n'est pas le même, tellement c'est utilisé différemment. Le fait de parler avec des images était très frappant aussi. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à analyser ces comptes, notamment à travers cette circulation de ce que les interviewés m'avaient évoqué en les appelant des citations, à savoir des panneaux qui ont été récupérés en ligne et qui sont des panneaux écrits. Donc, c'est une manière d'aborder l'écrit sans écrire soi-même, finalement. Ce type de panneaux, je vous en montre un, mais il y en avait beaucoup, qui sont des panneaux où on décrit quelles sont les valeurs morales qu'on défend. La franchise, l'authenticité, la fidélité dans les amitiés, le sens de la famille. Il y a les panneaux les plus fréquents étaient de ce type-là, les panneaux sur le lien familial, une sorte de glorification du lien familial qui est très, très présente dans le matériau que j'ai analysé. Et puis, il y avait aussi des panneaux sur des caricatures trouvées en ligne sur le monde politique, j'y reviendrai. Et enfin, le quatrième type d'image qui circulait, c'était des panneaux, beaucoup dans les comptes des titulaires masculins, sur les relations hommes-femmes, qui étaient très intéressants en fait, parce que ça montrait que finalement, il y avait une certaine... Facebook était aussi saisi comme un moyen d'affirmer
une prise d'autonomie féminine dans les couples des familles populaires. Le rapport au savoir était très intéressant aussi, et finalement, il m'a fait du bien, si je puis m'exprimer ainsi, parce que il y avait quand même beaucoup de choses assez dures dans ce que j'analysais de ces comptes Facebook, et je finirais malheureusement sur ces choses dures, notamment la dématérialisation administrative. Mais c'était là, à la fois dans les entretiens et dans les comptes, on voyait que finalement, il y avait cette ressource qui avait été découverte grâce au contenu disponible en ligne, et qui agissait presque comme une seconde école pour les personnes que j'ai rencontrées. Euh, les personnes que j'ai rencontrées avaient un niveau d'études plutôt faible, beaucoup de CAP. Il y avait 2 interviewés qui avaient un niveau bac, dont un qui avait un bac. Mais j'ai interviewé des adultes. Je pense que j'aurais eu une population plus jeune, on aurait eu beaucoup plus de bacheliers. Il y avait un rapport assez complexe à l'école, certains ayant beaucoup regretté d'avoir pas réussi à l'école, et d'autres, au contraire, s'étant complètement émancipés de l'idée, ça m'ennuyait, c'était pas pour moi, etc. Et ce qui était frappant, en tout cas, c'est quel que soit leur rapport à l'école, en tout cas sur Internet, ils avaient l'impression d'avoir trouvé un moyen de récupérer de façon très autodidacte et très personnelle et très individuelle des savoirs qui auparavant étaient complètement hors de leur portée, ne serait-ce que géographique, parce qu'il n'y a pas de bibliothèque, sauf à prendre sa voiture et aller à une ville plus loin. Donc, je donne cet extrait d'entretien où on voit très bien que dans la recherche de ressources informationnelles en ligne, il y a ce désir de rattraper un temps perdu qui a été perdu, soit parce qu'on n'aimait pas l'école, soit parce qu'on n'y a pas réussi, soit parce qu'on en avait marre d'y être, etc. Donc, le lien entre l'école et Internet me semblait vraiment intéressant à travailler. Et les recherches en ligne portaient sur 2 grands types de recherches. Il y avait d'un côté énormément de recherches d'informations en ligne sur tout ce qui concernait le métier. Il y a beaucoup de pages Facebook d'aides-soignantes, d'auxiliaires de vie, qui sont très fréquentées, elles sont nombreuses, elles sont très vives, très dynamiques. Donc, on fait des recherches à la fois pour savoir les remboursements des kilomètres, quand on doit se déplacer, mais aussi des choses beaucoup plus d'échange d'expériences sur ce qu'on vit dans son métier. Est-ce que c'est normal? Il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu en penses? Etc. Donc, on livre à une communauté de gens qui vivent la même chose que soi, un témoignage en attendant un témoignage en retour. Et il y avait beaucoup de recherches sur la santé qui étaient intéressantes, qui étaient essayer de comprendre. Bon, il y a bien sûr toutes ces dérives sur dès qu'on regarde ce qu'on a sur Internet, on tombe malade immédiatement et c'est très grave. Mais il y avait aussi beaucoup de recherches finalement sur des choses. Qu'est-ce que c'est cet examen que m'a prescrit le médecin? Qu'est-ce que c'est la maladie dont on m'a parlé? Et notamment dans le cas des aides-soignantes qui ont souvent très peu d'interaction avec leur hiérarchie, même avec les infirmières qui sont débordées, et presque jamais avec les médecins. Finalement, sur le lieu de travail, c'était une manière, en rentrant chez soi, de comprendre qu'est-ce qu'avait ce patient qui n'allait pas bien, etc. Et la manière dont c'était exprimé sur ces questions de santé montrait bien. Et puis, le 3e type de recherche, c'est le travail scolaire des enfants qui était très présent dans les entretiens, avec le fait que quand l'enfant rentre à la maison avec un devoir à faire pour l'école et qu'on ne sait pas exactement comment l'aider, tout le monde se met sur Internet et on essaye de résoudre le problème avec lui. Donc, c'est une sorte de recherche collective pour améliorer le rapport à l'école. Et le deuxième type de recherche, c'était donc l'acquisition de savoirs spécialisés avec des ouvertures. Ça, c'était beaucoup les tutoriels, avec des ouvertures parfois très fortes.
concernant toutes sortes de savoirs pratiques, la cuisine, la construction de sa maison, le bricolage, la permaculture, l'apprentissage de nouvelles pratiques de loisirs. Beaucoup d'assistantes maternelles, par exemple, cherchaient en ligne des activités ludiques à faire avec les enfants qu'elles gardaient. C'est des savoirs de niche qu'on acquiert comme ça tout seul et qui sont intéressants. Et ce qui était frappant, c'est de voir à quel point les recherches plutôt sérieuses, le métier, la santé, le travail scolaire, étaient vécues comme une manière de récupérer de l'autonomie par rapport au monde des experts, un monde qui est loin, c'est le médecin, c'est le professeur à l'école, c'est la hiérarchie sur le lieu de travail, les médecins, les infirmières. Et c'était une manière finalement de pouvoir interagir avec plus d'égalité. Mais ce qu'il y avait de frappant aussi, c'est finalement que si ces forums, ces pages Facebook sont consultées, elles apportent une sorte d'ambiance démocratique qui permet d'avoir des échanges qu'on n'a pas sur son lieu de travail, ou qui permet de discuter avec le médecin de l'ordonnance ou de l'analyse qu'il a prescrite, ou qui permet d'arriver face à l'enseignant en comprenant ce qu'il a voulu demander dans un devoir à faire pour l'enfant. Et cette démocratie est vécue comme quelque chose d'agréable. En même temps, ce qu'il y a de frappant, et ça, ce n'est pas tellement cette enquête-là qui le montre, mais plutôt celle d'autres chercheurs comme Jen Schrady, qui a beaucoup travaillé là-dessus, on sait aujourd'hui que ceux qui participent le plus en ligne, c'est-à-dire qui créent des contenus en ligne, qui s'expriment en ligne, sont des individus diplômés, jeunes, urbains. Donc, ce n'est pas cette population-là qui a une certaine pudeur ou réticence à prendre la parole en ligne en tant que telle. Un vécu de ma parole n'est pas légitime ou je ne vais pas assez bien écrire, en fait, pour pouvoir intervenir. Mais disons que cette visée démocratique marche quand même. Les tutoriels, bon, j'en ai un petit peu parlé, c'est vraiment une manière de s'ouvrir à d'autres mondes, de ne pas faire comme on a toujours fait dans la famille dans laquelle on a été élevé. Et c'était très frappant parce qu'on pouvait avoir des exemples extrêmement contrastés, mais j'ai toujours rencontré presque tous mes interviewés s'étaient essayés des tutoriels pour faire autre chose, pour faire des plats nouveaux, pour bricoler différemment, pour réparer un truc, pour avoir un mode de jardinage sur des choses, essayer de planter des choses qu'ils n'avaient jamais plantées avant. Donc, vraiment, l'idée d'essayer, d'ouvrir le monde, c'est ça qui était absolument frappant. La deuxième partie, je ne présente pas tout, mais je voudrais aborder maintenant en quoi cette enquête posait la question de comment cette fraction bien particulière des classes populaires, c'est-à-dire des classes populaires stables, ayant un travail, mais ayant quand même des fins de mois difficiles, même si ce n'est pas du tout comparable avec des populations beaucoup plus précaires, comme il y en a beaucoup, bien sûr. Comment Internet a finalement permettait une sorte de révélateur de la manière dont cette fraction stable des classes populaires concevait sa place dans la société et finalement trouvait mal sa place dans la société. Alors, la dématérialisation administrative, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour savoir à quel point c'est difficile et à quel point ça a été vécu comme de façon très brutale. C'est allé très vite, très fort. Et je pense que la population que j'ai rencontrée, vu qu'ils vivaient dans des villages, enfin en milieu rural, ils ont vécu de plein fouet et ils le vivaient depuis très longtemps, la désertification des services publics de proximité. Donc, le fait de devoir faire 80 km aller-retour pour avoir une relation de guichet avec Pôle emploi, avec la CAF, avec la caisse primaire d'assurance maladie était déjà une réalité et est venu se brancher sur cette réalité qui avait déjà généré un sentiment d'abandon de la population par les services publics et est venu se brancher
cette, cette obligation de faire ces démarches de façon à distance. Je pense qu'il faut aussi resituer ce vécu de la brutalité de la dématérialisation administrative à travers plusieurs choses concrètes, qui sont le fait que c'est une population qui est entrée dans l'univers Internet uniquement par le smartphone, qui n'a jamais adopté l'ordinateur, même si les enfants, pour ceux qui faisaient des études, etc., avaient un ordinateur, les parents, en tout cas, ne sont pas enterrés dans le système clavier-souris, pas d'imprimante, pas de maniement de l'ordinateur, et donc un usage du smartphone qui rendait très, très difficile les interfaces et les formulaires à remplir. Donc, c'était un gros problème. Deuxième problème concret, toutes les notifications de l'administration arrivaient par mail. Or, le mail était un moyen de communication qui n'était pas utilisé de façon personnelle, et donc il reste un univers lointain, celui des autres, celui qui ont des ordinateurs, celui des cadres, etc. Et eux sont entrés dans l'univers Internet par un Internet tactile, tablette, smartphone, point barre. Et donc, à partir de ce moment où le mail n'étant pas utilisé dans la vie quotidienne comme outil de communication courant, alors que Facebook l'était, alors que les textos le sont énormément, on voit très bien que cette interface, ce dispositif d'interface avec l'administration passe à côté de sa cible. J'ai souvent raconté cette anecdote. Ma première interviewée m'a dit « Ah, le mail, j'ai 300 mails dans ma boîte, je ne les ai même pas ouverts. » Et alors, je ne revenais pas qu'elle ait 300 mails. C'est une intense correspondance par mail, mais en fait, non, pas du tout. Le mail servait comme signature pour les achats en ligne, et comme elle s'était inscrite à tous les programmes de fidélité pour avoir des bons d'achat, etc., du coup, elle était complètement spammée. Et dans ces 300 mails, j'imagine qu'il y avait peut-être un mail de la CAF, peut-être un mail de Pôle emploi, et qui était complètement noyé dans des courriers indésirables. Donc, c'est très compliqué puisque, comme le mail n'est pas approprié, il y a une adresse mail commune entre les conjoints dans beaucoup de cas. Les mots de passe sont oubliés. Quelquefois, j'ai eu des familles où il y avait une seule adresse pour les parents et les enfants, une seule adresse mail. N'importe qui peut ouvrir le mail, du coup. Et on ne sait pas qui l'a ouvert, on ne sait pas qui l'a lu. Donc, il y a un désajustement du dispositif. Et j'y ajouterais quand même, ça, c'est vraiment des problèmes concrets, hein, une interface qui ne va pas parce que c'est fait pour des ordinateurs et des gens qui ont une imprimante, et ces gens-là n'ont pas d'imprimante et se connectent par un smartphone. Deuxièmement, on les prévient par mail alors qu'ils n'utilisent pas le mail. Et puis, il y a des choses plus profondes, en fait, qui sont l'importance des valeurs d'authenticité du face-à-face, de la relation humaine dans les milieux populaires. Alors, c'est vrai de tout le monde, hein, je pense, mais c'est particulièrement fort parce que dans le face-à-face, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est franc, qui est honnête, qui tient compte du fait que votre situation, elle est particulière et qui va vous répondre. Donc, l'honnêteté, la franchise, l'authenticité est très, très liée à la relation de face-à-face. À partir du moment où on met de la dématérialisation, de la démarche à distance dans cet univers, et je vais en donner un exemple très précis, on voit qu'il y a l'idée que les fonctionnaires de l'administration sont en train de se défiler par rapport à leur boulot, qui refusent en fait de s'occuper des gens. Donc, il y a une espèce de raisonnement qui découle, qui est un raisonnement de on nous a abandonnés et on ne veut pas nous répondre. Ils se cachent. Et puis, il y a aussi le fait que ces procédures de dématérialisation ont fonctionné sur, forcément, c'est automatique, sur un principe de bureaucratisation et standardisation qui fait que, bon, tel revenu, telle aide, tel… Mais notamment dans le cas
de l'emploi à domicile en milieu rural, on voit très bien que l'irrégularité des revenus est très fréquente. Il suffit qu'un employeur soit hospitalisé pour qu'on ne touche plus le revenu qui correspondait. Donc, à ce moment-là, il faut refaire des démarches pour bénéficier d'une aide, etc. Donc, ces procédures standardisées conduisent finalement à l'idée que la situation qu'on vit soi-même, qui est une situation où il y a des périodes d'intérim, il y a des périodes de chômage, il y a des périodes de chômage partiel, finalement n'est pas prise en compte par une administration qui est très aveugle et qui réclame du trop perçu un mois après en disant bah, vous avez trop perçu 110 €, il faut les rendre tout de suite, on va les prélever sur votre compte. Et alors que ce n'est pas possible, que ce n'était pas prévu dans le budget. Donc, j'en donne un exemple, c'est un compte Facebook d'un jeune garçon qui avait 30 ans, qui était ancien vendeur dans un magasin de jeux vidéo. Il avait été licencié, le magasin avait fermé. Il avait eu une formation de Pôle emploi pour se reconvertir comme ouvrier dans la maroquinerie, où il était très doué parce qu'en fait, c'était un cosplayer, c'est-à-dire les gens qui font des costumes pour se déguiser en personnage de manga ou de personnage de jeux vidéo. Donc, il pratiquait le cosplay depuis des années, et donc il était très doué de ses mains en couture et tout ça. Et sa formation cartonne et il est employé en intérim dans une série de boîtes, mais il est employé en intérim. Et donc, ce jeune garçon, au début, tout se passe bien. Son compte était très, très long, il était sur plusieurs années. Et au début, quand il lui arrive ses premiers problèmes de dématérialisation administrative, en l'occurrence, là, c'est une interaction avec Pôle emploi, on voit qu'il le prend avec un peu d'ironie. Et puis, je vous laisse lire les échanges. Il dit, bah voilà, je ne sais pas ce qui se passe là, j'ai tout fait comme il fallait, mais ça ne marche pas. Et tout le monde lui répond, ah, tu es devenu un assisté, etc. Mais en fait, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et puis, 9 mois après, parce que les problèmes de procédure se sont reproduits, il a un ton qui a complètement changé dans son compte, dans ses échanges avec ses amis Facebook, ce qui est un ton qui a tourné à la haine de l'administration et à la certitude que cette administration est en train de se moquer de lui. Des glandouillards, les branleurs, etc. Donc, ce sentiment, finalement, d'avoir été humilié par une administration qui a été aveugle au cas particulier, qui n'a pas tenu compte de la situation individuelle et qui n'est pas capable de faire fonctionner le lien administratif à distance. Du coup, j'en viens à mon dernier point, parce qu'il me semble très lié à celui-là, qui est cette peur de la chute sociale qui m'a semblé être très présente dans la population que j'avais enquêtée et qui finalement est une population très proche des Gilets jaunes. Hein. Vous aurez probablement fait le lien puisqu'ils vivent en milieu rural et qu'ils sont confrontés de façon plus forte à l'impossibilité d'une relation de guichet stable parce qu'ils sont hors des milieux urbains et qu'il faut faire beaucoup de déplacements pour avoir quelque chose. Et je suis tombée sur ce panneau qui circulait dans plusieurs comptes et qui est un panneau qui résume tout, à mon avis. À l'époque, c'était l'installation des radars sur les routes françaises. Et donc, on a tout dans ce panneau. La haine des élites, c'est-à-dire qu'il y a des élites qui finalement donnent des amendes à des travailleurs pauvres. Et puis, pendant ce temps-là, en dessous de soi, il y a des précaires, des cas sociaux qui se permettent, qui vivent grassement aux frais de l'État sans travailler. Donc, le sentiment d'être coincé, c'est une espèce de vision du monde triangulaire qui serait, il y a ceux du haut, et ceux du haut, ils pensent qu'à s'enrichir. Les hommes politiques qui sont entrés en politique pour gagner de l'argent et faire des dépenses somptuaires. Et puis, il y a nous, ceux du milieu, qui sont des travailleurs
qui se lèvent le matin, qui se donnent du mal pour travailler, qui ont une famille, etc., qui élèvent leurs enfants, qui veulent que leurs enfants réussissent. Et puis, il y a ceux en dessous de nous qui sont les précaires. Et alors, évidemment, le lien était pas toujours, mais souvent fait, les immigrés, qui sont des gens assistés par ceux d'en haut, qui les payent à ne pas travailler. Donc, je pense que ce panneau qui circulait, qui rend assez bien compte de l'esprit de ce type de panneau, hein, des panneaux assez violents sur la représentation démocratique, qui expriment une très forte défiance des élites politiques et médiatiques, et puis le sentiment qu'il y a une collusion entre les eux de là-haut et ceux d'en bas, et que nous, au milieu, on est pris entre les deux feux. Donc la haine des élites et le monde du eux de là-haut, c'est toujours explicité avec des panneaux qui tournent autour de l'argent, avec l'idée que le train de vie de l'État est complètement dément par rapport à la vie du travailleur ordinaire. Donc, c'était souvent des chiffres totalement fantaisistes, mais peu importe, ça révèle un état d'esprit. Ils nous prennent pour des vaches à lait. Et j'ai eu je ne sais pas combien d'échanges dans les comptes que j'étudiais qui étaient sur ah bah ça, entrer en politique, ça paye, hein, c'est le bon métier, etc. Donc il n'y a plus du tout de croyance en un idéal de défense d'idées politiques, hein. Il y a une croyance très, très dure que l'entrée en politique se fait pour gagner de l'argent et en dépenser énormément. Et enfin, bien sûr, ceux en dessous, les cas sociaux, comme ils les appellent, les cassos, sont une population dont il faut à tout prix se démarquer parce qu'on n'est pas eux. Et c'est pour ça que quand le jeune dont j'avais montré les slides, enfin l'extrait Facebook auparavant, se fait traiter de « Ah, l'assisté » quand il dit « Ça y est, j'ai mon premier chômage Pôle emploi ». On voit très très bien qu'il y a cette très grande angoisse de se retrouver là-dedans, de tomber. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne suis pas du tout certaine de savoir ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il y a un problème politique, une sorte de bombe politique derrière tout ça, qui est que la brutalité de la dématérialisation administrative s'ancre sur une analyse de la situation politique et de la situation des travailleurs pauvres au sein du monde social français, qui est très inquiétante parce que elle conduit au racisme, au mépris des précaires, etc. Je pense que dans votre travail personnel, et je m'arrête, hein, d'abord, il y a une leçon qui me semble évidente, c'est que c'est très bien de former les gens à être autonomes sur Internet, sur un ordinateur. C'est une vision idéale parce que les formulaires administratifs sont bien plus faciles à gérer depuis ce type de machine. Mais la réalité, c'est qu'il n'y aura pas d'ordinateur dans ces milieux sociaux-là. Il y en aura peut-être chez leurs enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau des adultes, non. Donc, il faut arriver à développer des formations sur smartphone. Il faut que le smartphone devienne un outil facile d'utilisation, qu'on prenne en compte le fait que ceux qui ont le plus besoin de l'aide sociale sont aussi ceux qui ne fonctionnent qu'avec des smartphones et qu'à ce moment-là, ça soit à partir des outils qu'ils ont qu'on prenne en compte la réalité de leur pratique. Je pense aussi que dans le cas des familles allophones, alors ce n'était pas du tout le cas de cette population-là, hein, l'enquête dont je viens de vous parler, mais évidemment, j'ai travaillé depuis sur d'autres enquêtes, une enquête avec Emmaüs Connect, une enquête avec la Ligue de l'enseignement, où c'était vraiment des populations beaucoup plus précaires. Et on voit très bien que là se pose une autre question, qui est qu'il y a le fait que
beaucoup de mères ne parlent pas le français à la maison ou maîtrisent très très mal le français, fait qu'elles ont recours, quand arrive une notification d'une administration, elles ont recours aux aidants de l'entourage, aux plus jeunes qui sont scolarisés dans les écoles françaises, alors leurs enfants hein, d'abord, mais ça peut être le fils du voisin, etc. Et que finalement, il faudrait peut-être imaginer plus de travaux sur cette aide informelle qui est très, très importante à mon sens dans les milieux plus précaires et surtout dans les milieux allophones. Et cette aide informelle, il faudrait comprendre comment elle fonctionne, qui ça touche, est-ce que c'est compétent. Du coup, on aurait peut-être envie d'imaginer que ça serait vraiment intéressant et presque intelligent aussi pour se pas répéter en permanence et de façon permanente le problème, de former les jeunes enfants à une citoyenneté numérique qui passe aussi par la gestion de la dématérialisation administrative. Alors, je ne sais pas comment il faudrait le faire. Je pense qu'il faut les prendre très jeunes avant qu'ils soient complètement partis à l'adolescence dans les réseaux sociaux et qu'ils aient déjà complètement adopté un Internet ludique fondé sur la communication et pas du tout un Internet informationnel, administratif. Mais je pense que ce serait important que l'école joue le rôle qu'elle joue en Europe du Nord, notamment. Les pays d'Europe du Nord, on le voyait dans une enquête comparative européenne à laquelle j'ai participé il y a quelques années, les pays d'Europe du Nord, le rôle des enseignants dans la formation à la citoyenneté numérique des enfants est beaucoup plus important qu'il ne l'est en France. Donc, je ne sais pas comment, hein, voilà, c'est facile de faire les constats, c'est plus difficile de trouver les solutions et j'espère que vous allez les trouver au jour le jour. Merci. Merci beaucoup, Dominique, pour ces éléments issus de l'enquête. Donc, comme Dominique l'a dit, hein, il s'agit, tout ce qui a été dit est le fruit d'une enquête qui à chaque fois a été située. Il ne s'agit pas d'en tirer non plus des généralités et des caricatures. C'est des éléments de recherche qui sont importants, puisque effectivement aujourd'hui, on s'intéresse assez peu, tant du point de vue académique que c'est parfait. Que d'autres types de recherches à ces publics qui attrapent le numérique ou qui sont percutés par le numérique, et assez peu également aux conséquences sociales et politiques qu'évoquait Dominique Pasquier. Et puisqu'on parle de conséquences sociales et politiques, on a souhaité ce matin avoir un échange et vous proposer un échange, puisque ne vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment un temps d'échange avec la salle juste après, d'avoir la présentation de l'association Framasoft, donc par Angie Gaudion. Bienvenue. Et donc, un peu en effet miroir, perspective, est-ce que tu peux nous présenter les activités de Framasoft? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Bon, c'était pour vérifier avant d'eux. Alors du coup, je m'excuse platement de ne pas être avec vous en présentiel. Vraiment, c'était pas du tout prévu cette annonce d'être cas contact qui est arrivée hier après-midi. Donc je vais faire au mieux avec du coup cette contrainte du distanciel, parce que chez Frama, au final, nous, on aime bien voir les gens en vrai, parce que notre base en fait associative, elle est vraiment portée sur l'humain, même si on fait du numérique. Je vais revenir après sur nos missions, mais voilà, on a toujours cette volonté du coup d'être dans la rencontre des personnes et du coup de limiter au maximum, en tout cas, nos contacts avec les populations, du coup, par le biais de ces outils numériques. Voilà, cas extrême, donc tant pis, on fait avec. Du coup, pour vous présenter rapidement Framasoft, donc c'est une association d'éducation populaire qui existe depuis 2004, même s'il y avait un pré-projet entre guillemets avant que l'association soit montée, qui remonte à 2001, qui a donc été fondée à la base par des enseignants de collège en l'occurrence, un professeur de français, un professeur de maths, ce qui fait que ça s'appelle Framasoft en fait. Le Fra et le Ma viennent du coup ces deux matières. Et l'objectif, en tout cas au départ, c'était d'équiper le monde enseignant d'outils numériques pour
faire de la pédagogie avec ces outils. Voilà, donc enseigner dans les classes en utilisant des outils numériques. Donc ça, c'est 2001, hein, c'est effectivement, Dominique le rappelait, on voit bien que chez les classes populaires, Internet et les usages numériques, on va dire, un peu plus développés, sont bien plus tardifs. Le monde enseignant, faisant partie de la catégorie sociale supérieure, évidemment, se les est appropriés beaucoup plus tôt. Et le constat qui a été fait en fait en 2001 par les fondateurs de l'association, c'était les enseignants ne sont pas formés aux outils numériques, les enseignants ne connaissent pas du coup la différence, par exemple, entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire. Et donc, on va créer un espace où on va pouvoir diffuser auprès de cette population spécifique de l'information afin que du coup il y ait une formation, entre guillemets, en tout cas une acculturation du monde enseignant pour qu'ensuite ils puissent retransmettre et utiliser ces outils face aux élèves. L'association a beaucoup évolué avec le temps, hein, parce que ça, c'était du coup le constat il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'association se propose du coup de fonctionner autour de 5 grandes thématiques. La première, c'est la fourniture de services en ligne. Des services en ligne qui sont qu'on définit nous-mêmes, en tout cas comme étant éthiques. À l'heure d'aujourd'hui, il y a donc Framasoft propose 16 services en ligne qui sont des services alors qui peuvent être voilà, divers et variés, hein, de la visio par exemple, donc plutôt des services à utiliser dans un cadre soit de loisirs, soit de pratiques professionnelles. Et l'ensemble de ces services sont basés sur des logiciels libres, puisque en fait, un des axes vraiment important pour Framasoft, c'est de sortir les internautes de pratiques numériques, on va dire, qui ne sont pas émancipatrices. Voilà, alors, même si on est bien conscient qu'à notre échelle, on n'arrivera pas à faire ça chez tout le monde, voilà, on aimerait voilà, que du coup le discours de pratiques numériques, on va dire non exploitées par les géants du web, puisque c'est principalement en tout cas ces acteurs-là qui exploitent les pratiques numériques et donc en fait qui exploitent les données qui sont fournies par les internautes au sein de ces services, que ce point-là un jour puisse être pris en compte par l'ensemble des internautes et qu'il y ait une modification des pratiques numériques pour utiliser des outils alternatifs qui permettraient effectivement du coup de plus être basé sur un monde qui relève purement de l'exploitation, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé à l'exploitation du milieu au travail. Maintenant, on vous exploite même quand vous êtes en train de faire des loisirs sur Facebook. Voilà, d'avoir des pratiques numériques diverses et variées. Et même quand vous regardez un tutoriel sur YouTube, voilà, on exploite votre personne à travers vos usages. Donc ça, c'est notre constat de base. Après, pour réussir à faire ça, justement, on met en place un certain nombre de dispositifs. Donc les services en ligne sont pour nous un moyen de montrer que il est possible d'avoir un usage d'Internet et donc un usage de ces outils numériques qui soit plus éthique et qui justement n'alimente pas la société de consommation et du coup l'exploitation commerciale des données. Donc l'ensemble des services qu'on propose, ces services du coup sont totalement accessibles gratuitement, mais contrairement à l'adage populaire qui dit si c'est gratuit, c'est toi le produit, là il n'y a pas de produit puisqu'il n'y a aucune exploitation des données des utilisateurs de nos services. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour se payer? Parce que c'est le modèle économique des géants du web en fait. Si du coup on exploite les données, c'est pour en tirer du profit, ce qui permet de financer la mise à disposition gratuite de ces services en ligne. Chez Framasoft, on fonctionne à la majorité en tout cas de notre fonctionnement est basé sur le don. C'est-à-dire qu'on fait œuvre d'éducation populaire. Quand les gens viennent sur nos services, on leur explique que voilà, on leur fournit gratuitement, mais qu'à un moment, la mise en place et la mise à disposition de ces services sont bien sûr coûteux. Voilà, coûteux pour acheter les serveurs, coûteux parce qu'il y a du personnel qui doit mettre à jour les événements, coûteux parce qu'il y a du stockage de données. Voilà, et que tout ça, ça a un coût. Et que donc, si ces services doivent continuer dans le temps, il faut effectivement que du coup, chacun fasse sa part et participe en tout cas au financement. Mais avec ce discours assez revendiqué qui est que ceux qui peuvent payent pour ceux qui ne peuvent pas.
Donc, sur un rééquilibrage, on va dire, de la participation financière à l'ensemble de nos services. Et on sait aujourd'hui, alors même si comme on n'exploite pas les données et que du coup on demande très très peu d'infos aux gens qui utilisent nos services, on a du mal à faire un… Voilà, ce serait très embêtant pour Dominique, par exemple, d'étudier les utilisateurs de nos services parce que, voilà, comme on récupère le moins de données possible pour justement avoir pas de problématiques de vie privée et d'exploitation de ces données, eh bien, on sait assez peu qui ils sont. En revanche, on se rend bien compte que sur les un peu plus de 12 000 donateurs, donatrices de nos services, on est plutôt sur des classes supérieures qui, en fait, financent la mise à disposition de ces services à d'autres classes. Voilà. Ça, c'est le premier élément, c'est les services en ligne. Ensuite, le deuxième champ d'action qu'on a, c'est la création de logiciels. On s'est rendu compte que dans certains cas, il n'y avait pas d'alternative éthique aux services proposés par les géants du web. Et donc, dans ces cas-là, on les développe en fait pour qu'ils puissent exister. Donc, c'est le cas par exemple de PeerTube, qui est l'alternative à YouTube. Donc, un logiciel libre qui permet de poster des vidéos, de regarder des vidéos. C'est le cas de Mobilisons, qui est l'alternative aux événements et aux groupes Facebook. Donc l'idée, c'est aussi de permettre à des communautés de sortir de l'outil Facebook pour continuer leur conversation communautaire au sein de groupes, diffuser de l'information sur les événements qu'ils organisent. C'est le cas aussi d'un logiciel qui s'appelle Yakform, qui est l'alternative, on va dire, à Google Forms, donc qui permet de faire des questionnaires, des formulaires. C'est le cas aussi de Framadate, qui est une alternative à Doodle, donc qui permet de caler des réunions ou de faire des sondages, voilà, etc., etc. Voilà. On n'est pas une structure qui fait que du développement de logiciels, on contribue aussi à des logiciels libres qui sont développés par d'autres acteurs, voilà, parce qu'on considère que ces logiciels permettent justement à la population de s'émanciper au plan numérique, et on essaye du coup de faire vivre tout ça. Donc ça, c'est notre deuxième, on va dire, axe de travail. Le troisième, c'est la médiation, parce que c'est bien beau de fournir des services ou de créer des logiciels, mais si en fait il n'y a pas un accompagnement dans les usages, et derrière, il y a assez peu de chances que du coup la majorité puisse du coup se les approprier. Et donc, on travaille effectivement beaucoup autour d'ateliers, de conférences, d'interventions. Là, on développe beaucoup de moments d'intervention sur de la formation, parce qu'on s'est rendu compte que comme on est une petite asso, oui, je ne vous ai pas dit, on est 37 membres, donc on est vraiment une toute petite structure. En fait, on n'était pas en mesure, nous, d'accompagner tous les usages numériques de l'ensemble de la population internaute, même si on restait au niveau français. En revanche, on est plus à même de pouvoir accompagner les intermédiaires, donc voilà, vous par exemple qui êtes là, voilà, les médiateurs, médiatrices numériques. Je pense, mais ça peut être aussi, on travaille beaucoup en partenariat avec toutes les autres associations d'éducation populaire pour qu'elles-mêmes ensuite puissent former leurs propres animateurs, etc. Donc voilà, on forme plutôt le niveau intermédiaire que effectivement les bénéficiaires de l'ensemble des services. On développe de la documentation pour ces intermédiaires qui ont, j'allais dire, les moyens et alors les moyens cognitifs, le niveau social et culturel pour pouvoir se les approprier, parce qu'on n'est pas très bon justement pour s'adresser aux classes populaires, on en est bien conscient. Donc on préfère s'adresser du coup à une classe qui va elle-même du coup accompagner ces structures. Donc on crée des MOOC, on crée des guides, on a un annuaire, on développe un certain nombre d'outils pour équiper en fait les accompagnants à ce qu'eux-mêmes puissent du coup transmettre notre vision du monde, puisque du coup on n'a pas de message, notre vision du monde qui serait un internet qui serait totalement libre, solidaire et du coup émancipé. Voilà en gros. Et puis on a une grosse action qui est justement ce qu'on appelle nous de l'archipélisation, de créer des liens avec plein d'acteurs pour que notre message du coup soit de plus en plus présent au niveau de structures axées autour de l'éducation populaire, mais je pense par exemple aussi toutes les structures qui relèvent de la solidarité, le mouvement de l'ESS, etc., etc. Voilà, plutôt, voilà. Je vous avoue qu'on n'aide pas trop les startups qui sont dans une optique de faire du profit, c'est pas vraiment notre cible. Voilà. Après, nos outils étant diffusés sous licence libre,
elles ont tout à fait le droit de se les approprier et d'en faire ce qu'elles veulent, mais on n'ira pas forcément vers ces structures. Voilà en gros pour la présentation globale de ce qu'on fait au sein de l'asso. Moi, je voulais revenir sur la question de cette émancipation et montrer qu'effectivement, chez Framasoft, on fait un constat très fort, c'est que particulièrement les classes populaires sont très dans des situations de consommation numérique, c'est-à-dire qu'elles utilisent voilà, les services numériques qui sont les plus connus, parce que bah, c'est voilà, ces outils dont elles entendent parler en fait. Hein, et puis il y a cet effet, ce qu'on appelle l'effet réseau. Donc voilà, à partir du moment où j'ai dans ma communauté des personnes qui utilisent un outil, bah, du coup je vais aller sur le même outil. Et cette problématique en fait de concentration des usages numériques sur des outils non éthiques, je ne sais pas trop comment les dire, mais voilà, exploitants, non émancipateurs, on va dire. Pour moi, elle est aussi liée au fait que dans le cadre de l'accompagnement aux pratiques numériques, aujourd'hui, la personne qui a intervenu pour Société Numérique tout à l'heure, je ne me souviens plus son nom, l'a rappelé, voilà, des gros financements hein, qui arrivent, mais en fait, ces financements ne sont pas fléchés voilà, pour que le monde de la médiation numérique utilise exclusivement des outils numériques qui seraient émancipateurs. Voilà. Et on le constate alors dans nos rencontres, en fait, voilà, quand des personnes arrivent dans un espace numérique, qu'en fait, elles demandent du coup la création d'un mail et qu'on les envoie sur Gmail, ça pose quand même plein de questions de responsabilité morale de comment on accompagne du coup ces classes populaires ou même, voilà, j'allais dire, c'est pas forcément que populaire, hein, d'ailleurs, enfin des personnes qui sont un peu éloignées, au niveau des usages numériques, du coup, on les envoie, en fait, chez les exploitants. Voilà et pour nous, ça nous pose plein de problèmes donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment notre principale, on va dire, motivation, c'est du coup de pouvoir outiller, mieux et de faire comprendre les enjeux qu'il y a à, du coup, cesser l'utilisation, de ces outils privateurs de liberté. Merci beaucoup, Andy, pour cette présentation. Ce que je propose, c'est qu'on échange un petit peu et puis on va rapidement prendre les questions de la salle. Juste, Dominique, sur cette question de l'éthique et du côté émancipateur des outils numériques, est-ce que c'est un élément qui ressort, qui a pu ressortir dans les différentes enquêtes? Alors malheureusement, et Andy, tu vas être déçu. C'est vrai que moi, j'ai commencé mon enquête en 2014. Il y avait énormément de débats publics sur la question de la taxation des GAFA, et puis beaucoup de débats aussi sur la protection des données personnelles. Alors, j'ai un peu essayé au début, dans les entretiens, de voir si ces débats étaient connus des personnes que je rencontrais. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu peut-être des préoccupations que je partage, hein, qui sont importantes, mais qu'elles ne sont pas du tout les préoccupations concernant Internet des classes populaires. Je pense que enfin, d'abord, ils ne lisent pas la presse nationale, donc la presse régionale n'était pas très reflétait pas énormément ce type de débat. Et il y avait en fait, la peur, c'est que sa carte bleue soit piratée quand on fait un achat. C'est des peurs beaucoup plus concrètes qui ne sont pas liées finalement au fonctionnement général du système. Hein. Et je pense que c'est une entrée dans Internet qui s'est faite par de la sociabilité familiale, par des choses qui sont petites, et que ces grands débats qui sont aujourd'hui mondiaux, franchement, c'était pas du tout leur truc, quoi. Ils les connaissaient pas du tout. Hein. Donc j'ai arrêté d'en parler parce que ça faisait vraiment bizarre. Je comprends tout à fait et je partage, enfin, chez Framasoft, on partage ce constat, hein. On est bien conscient qu'aujourd'hui, clairement, voilà, le souci, en tout cas, d'utiliser des outils numériques éthiques, il est que chez les classes supérieures et encore même pas du tout sur l'ensemble de ces classes supérieures. Donc, voilà, on s'attaque, on va dire, à une question qui, très clairement, voilà, peut-être un jour débouchera, sur ce développement-là. Voilà, on est en tout cas persuadé que c'est la seule chose à faire
aujourd'hui pour faire évoluer voilà, la façon dont le numérique est approprié par l'ensemble des populations. Mais on en est bien conscient et du coup, voilà, on essaye à notre petite échelle, non pas de convaincre ces classes populaires parce que, on ne sait pas s'adresser à elles parce que bah, typiquement, on représente justement la classe des élites. Donc voilà, et du coup, on n'est pas assez nombreux, on va dire, pour aller à ça, mais plutôt pour s'adresser aux structures d'accompagnement. Et je pense typiquement, voilà, tous les espaces de médiation numérique existants, tous les espaces d'aide, en fait. Du coup, on parlait tout à l'heure des aidants, tu parlais tout à l'heure, Dominique, des aidants de proximité. Alors, quand c'est vraiment la proximité, j'allais dire, familiale ou territoriale, mais je pense, voilà, les acteurs. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est voilà, les personnes qui, du coup, font justement de l'intervention en tant qu'assistant, assistante sociale. Voilà. Ces acteurs ne sont pas du tout formés à ces questions-là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est davantage de former ces acteurs-là pour qu'ensuite, dans le rapport effectivement à ces classes populaires, il y ait une transmission de cette question. Voilà. Mais ça prendra énormément de temps, on en est bien conscient. Merci. Du coup, je vous propose peut-être que si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, soit sur le retour sur l'enquête de Dominique, soit sur cette question d'un numérique émancipateur, plus éthique, et des questions que ça pose, pardon, dans l'accompagnement des usagers qui en sont loin. Les micros sont ouverts et on vous laisse donc prendre la parole. Alors, on sait que c'est toujours la première question la plus dure, donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour, j'espère que je ne vais pas être maladroit, mais est-ce que vous évoquez les classes populaires, sauf erreur, et est-ce que les classes populaires peuvent se permettre le luxe de l'éthique, de réfléchir sur l'éthique, quand elles n'ont pas de quoi manger souvent? Alors peut-être que ce n'est pas une bonne question, mais moi, c'est Il n'y a pas de mauvaise question. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qui vous êtes, en 2 mots? Arnaud Velten, je suis blogueur, Okay. activiste. Puis à côté de ça, je travaille dans une fondation sur l'éthique pour l'intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup. Non, moi je trouve que c'est une bonne question. Le fait est que je suis la première étonnée de voir à quel point, je parle de la population, classe populaire stable, etc. On est d'accord que je ne mets pas les classes populaires comme un bloc. Il y a des variétés, une hétérogénéité de situation qui est très grande. Dans la population que j'ai enquêtée, ça m'a super intéressée de voir à quel point il y avait un sentiment d'urgence à se connecter à Internet et qui était un sentiment d'urgence pour les enfants. Alors c'est vrai que les enfants avaient joué leur rôle dans l'affaire, hein, en arrivant en disant c'est pas possible. À l'école, ils ont dit qu'il fallait Internet. Bon, ce qui est faux, mais ils savent très bien faire. Ce que les mères que j'ai interviewées disaient toutes, en fait, si un enfant de 3 ans, il sait déjà naviguer sur la tablette, et du coup, elles achetaient des tablettes à des enfants de 3 ans, hein, des tablettes personnelles, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une sorte de gage d'une réussite scolaire future, d'une réussite professionnelle ensuite. Et puis, il y avait un deuxième truc qui était associé à ce discours, qui est une espèce d'illusion de la réussite liée au simple fait de savoir naviguer, parce que quoi qu'on fasse, c'est-à-dire c'était pas l'enfant regardait un dessin animé sur sa tablette sur YouTube, on avait l'impression, on était admiratif, les parents étaient admiratifs devant ses capacités. Et il y avait aussi fort ce sentiment que on est comme les autres. Il n'y a pas de raison que cet univers dont on parle sans arrêt, et qui en plus arrive via l'administration de façon massive aujourd'hui, cet univers dont on parle sans arrêt, on en soit exclu. Et du coup, il y avait même les enfants étaient équipés de façon précoce. Il y avait toujours un smartphone à l'entrée en 6e, hein, au moment où il commence à avoir du ramassage scolaire. Et ce n'était pas n'importe quel smartphone, hein, c'était du smartphone de marque très cher. Donc, il y avait un consentement à payer très cher pour rentrer de la meilleure façon dans cet univers. Donc, est-ce que quand on n'a pas de quoi manger, on se passe d'Internet? Bien sûr, on va chercher à manger d'abord, mais même dans les populations précaires, il y a eu quand même tous les travaux sur les usages du smartphone chez les migrants, tous les travaux sur les migrants connectés, qui montrent à quel point il y a un sentiment d'urgence à rentrer dans ce monde
dans le cas des migrants, c'était beaucoup plus pour sécuriser le trajet de migration, mais aussi pour rester en lien avec la famille qui était restée dans le pays d'origine. Donc, les sessions sur Skype ou sur WhatsApp, qui sont des sessions en audiovisuel, qui permettent de garder un lien affectif fort parce qu'il y a des voix, il y a des images. Donc, je ne dirais pas que c'est le premier poste de consommation. Évidemment, il faut d'abord se loger et manger. Mais c'est un poste qui a monté dans la hiérarchie des priorités de façon dingue. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être pour Oui. rebondir et reprendre l'aspect, enfin, je pense que dans la question, il y avait l'éthique de est-ce que l'éthique est du coup un souci de ces classes populaires? Et je suis bien consciente qu'effectivement, c'est pas leur souci premier. C'est-à-dire que ce que dit Dominique, c'est voilà, faire comme les autres. Et comme l'éthique n'est pas aujourd'hui, enfin les pratiques numériques éthiques ne sont pas généralisées, et bien en fait, les classes populaires suivent finalement les pratiques numériques, on va dire les plus répandues. Sans effectivement questionner ces pratiques, ce qui est tout à fait entendable, hein, voilà, et compréhensible de fait de ce milieu. Après, je pense, mais parce que pour moi, c'est un long chemin en fait. Voilà, chez Framasoft, notre slogan, c'est voilà, la route est longue, mais la voie est libre. Et pour nous, voilà, c'est du temps en fait. Voilà, et on est persuadé que à un moment, voilà, ces classes populaires suivront le mouvement, en fait. Il n'y a pas vraiment de raison que, la prise en compte, justement de, comment, voilà, utiliser des outils qui sont, moins émancipateurs, du coup, ne soit pas accessible à ces classes-là. Et peut-être ce qui se dit en creux, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de pointer du doigt les classes populaires et que si on est dans une forme de norme sociale, et ça a été dit, les classes supérieures sont peut-être plus conscientes intellectuellement, mais en termes de pratique aujourd'hui, ne sont pas forcément plus actives ou plus consommatrices de pratiques éthiques, et que ça passe aussi effectivement par... il ne s'agit pas de s'adresser qu'aux classes populaires. C'est plutôt parce qu'aujourd'hui, on parle d'inclusion numérique qui a cette focale-là, mais que la question des pratiques numériques éthiques, elle se pose bien évidemment en premier lieu chez ceux qui en ont le plus usage, et que ce chantier-là n'est pas fini non plus, loin s'en faut. Bonjour à tous, je suis là. Je m'appelle Pascal Mourier, je suis directeur d'une agence web située à Annecy qui s'appelle SWAT. J'aurais deux questions. Déjà, la première, c'est est-ce que vous pourriez préciser votre définition de l'émancipation? Et donc ça, pour appuyer, donc, au sein de mon agence, on a quitté Google pour utiliser des outils proposés par Infomaniac et par Framasoft. Mais au quotidien, du coup, on est sur des outils peut-être un peu moins ergonomiques et on n'a pas le sentiment on a un sentiment d'usage où on est fait d'œuvrer dans le bon sens d'un point de vue éthique, mais au quotidien, c'est peut-être forcément un peu plus coûteux en temps que des outils proposés par Google. Donc, on n'a pas l'impression d'être forcément libéré notre quotidien d'un fardeau, mais au contraire de se charger un peu plus les épaules d'une contrainte. Et et ensuite, c'est sur la position de Framasoft. Est-ce qu'elle ne serait pas notamment son rôle ne serait pas d'accompagner justement les professionnels du web, start-up, agences, etc., pour les aider à s'appuyer et à décentraliser l'Internet. Et cas concret, dans ma copropriété, j'aimerais passer sur des outils un peu plus numériques pour faciliter les échanges et la gestion de la copropriété, mais je vois mal des personnes aller sur Framateam, par exemple, et je les accompagnerai plus vers une solution type Matera, portée par une start-up qui est là pour faire du profit, parce qu'on sera accompagné, justement. Bon, voilà, c'est un sujet d'émancipation et de positionnement de l'accompagnement Framasoft. Alors du coup, peut-être pour préciser, pour nous, l'émancipation, c'est la liberté de pouvoir changer. Donc il faudrait que je revienne du coup sur qu'est-ce qui se joue derrière les services privateurs, en fait, qui sont donc basés sur des logiciels non libres, c'est qu'ils ne sont pas interopérables. Voilà, je vais parler de trucs un peu techniques, donc je m'excuse par avance du coup auprès des personnes qui n'ont pas forcément une maîtrise de ces thématiques. Donc l'absence d'interopérabilité chez les services privateurs, du coup, elle est un frein
très fort et pour moi, du coup, elle contraint vraiment les utilisateurs. C'est-à-dire que et c'est ce qui se passe aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, mainstream, hein. Voilà, même si vous avez envie de quitter Facebook, bah, vous ne pouvez pas partir avec l'ensemble de vos données et les réintégrer dans un réseau social qui serait, du coup, qui vous correspondrait mieux et qui, vous permettrait, voilà, tout simplement de ne pas, recommencer au début. Donc ça, c'est, une problématique pour nous, assez importante. Hem Pour nous, c'est la notion de la liberté, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on va appeler, services émancipateurs, c'est des services qui vont être basés sur le logiciel libre. Tout logiciel qui n'est pas libre, en fait, n'est pas émancipateur puisque vous ne savez pas ce qu'il fait. Tout simplement, vous n'avez aucune transparence, sur, la façon dont il fonctionne, comment les données à l'intérieur sont stockées, comment, voilà. Alors après, il peut y avoir des conditions générales d'utilisation qui vous précisent un certain nombre d'éléments, mais, tout de même, il y a de toute façon une opacité, très forte qui fait que, voilà, vous ne maîtrisez pas totalement, la connaissance de l'outil sur lequel vous êtes. Voilà. Ça pour nous, c'est voilà l'élément, c'est que l'utilisateur du service ou du logiciel, doit être en mesure, d'intégrer les libertés qui sont celles définies dans les logiciels libres. Donc voilà, de pouvoir effectivement, utiliser, ce logiciel comme il le souhaite, de pouvoir le modifier. Alors bien sûr, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, de modifier un logiciel, mais voilà, je pense que quand on est je sais pas, une entreprise, une association, on peut potentiellement demander, le développement de fonctionnalités et donc de pouvoir adapter à ses besoins, le logiciel, ce qui est pas le cas. C'est-à-dire que vous allez pas appeler Google en disant: «Et sur Gmail, j'aimerais bien qu'il y ait ça», quoi. Ça marche pas du tout. Voilà, donc il y a pas d'accompagnement du coup chez, en tout cas, les plus grosses, structures numériques. Et puis il y a aussi le fait de du coup pouvoir, le modifier et le commercialiser. Voilà, le principe, des logiciels libres, c'est que, voilà, le logiciel est créé. Derrière, si vous voulez créer des services autour de ce logiciel et commercialiser un accompagnement, pour le coup, c'est tout à fait possible. Heu Ensuite, vous parliez du coup de le fait de migrer, voilà, de se lancer dans une démarche de migration, vers des outils plus éthiques, voilà, est un fardeau et enfin, vous n'avez pas exactement dit comme ça, mais quand même, moi j'entends ça et j'allais dire, oui, mais tout comme changer votre alimentation entre aller au supermarché et avoir tous les produits, dans un seul lieu ou passer par une AMAP, ça demande un effort en fait. C'est-à-dire que changer ses, pratiques de vie pour des pratiques plus éthiques, c'est moins facile. Voilà, c'est moins confortable et désolé, ça ne changera pas en fait. C'est-à-dire qu'on en revient voilà, au fait d'une prise de conscience importante qui fait que si on n'est pas conscient, qu'il faut faire des efforts, voilà, pour arriver vers de l'éthique, effectivement, on continue à être de simples consommateurs des, produits et là, pas spécialement numériques, hein, en général, de produits, pensés pour vous maintenir dans cette situation de consommateur. Mmh. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Voilà. Ah si, si on ne soutient pas les startups et cetera. Non, mais voilà, Oui, 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 non l'appropriation mais, des outils, à d'autres tranches de population et alors aux du coup, personnes âgées, quoi. ça dépend ce qu'on entend par start-up en fait, parce que par exemple, nous on accompagne les acteurs de l'ESS et donc dans l'ESS, il y a, les startups de l'ESS en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre le fait que les gens, aient un modèle économique, du coup et qu'ils vendent voilà, des éléments. Ce qui nous embête, c'est le profit. Voilà, du coup, c'est le bénéfice en fait. C'est que du coup, ce soit pas dans un objectif en fait qui soit pour aider la société. Voilà, ça nous embête, que ce soit du profit individuel, donc à savoir des actionnaires, voilà, des grands patrons d'entreprises. Nous, voilà, on n'a pas envie d'aider ces personnes parce qu'elles ne font pas dans l'optique d'apporter du bien à la société. Mais on n'a aucun souci à accompagner des acteurs de l'ESS qui, du coup, auraient, on va dire, dans leurs valeurs, heu, une volonté d'émanciper la société. Bonjour, du coup, je m'appelle Gaston Samian, je suis conseiller numérique pour le département et du coup, je voulais revenir sur la fin de la présentation de Madame Pasquier où, elle donnait dans ces quelques pistes, l'idée de développer, les accompagnements et les formations sur smartphone plutôt que sur ordinateur et du coup, pour moi, qui suis, dans l'accompagnement, c'est un petit peu, le problème à l'envers parce que tous ces outils qu'on utilise pour l'accompagnement ne sont pas souvent optimisés pour le téléphone et je voulais savoir chez Framasoft, comment est-ce que vous imaginez, l'utilisation de vos logiciels
et comment vous développez l'utilisation de vos logiciels sur les téléphones aussi pour que ça soit parfois plus pratique pour nous de faire des formations sur ces outils-là. Alors, pour le coup, les logiciels qu'on développe, parce que voilà, il y a les services qu'on propose et les logiciels qu'on développe, ce qui est, du coup, il faut bien faire la distinction entre voilà. Sur les logiciels qu'on développe actuellement, donc Peertube, Mobilisons, Yacform, pour le coup, on a un souci très fort. C'est plutôt récent, hein, je dirais, ça fait 2-3 ans vraiment qu'on s'en soucie, que ces logiciels puissent effectivement être totalement ce qu'on appelle responsive design, donc adaptable à un usage pertinent et comment je pourrais dire, voilà, facilité en tout cas via téléphone mobile. Et je pense particulièrement du coup Peertube parce qu'on sait que voilà, l'accès à la vidéo est quand même quelque chose du coup de très développé dans les pratiques numériques. On développe des applications en fait, tout simplement en fait. On a du coup les techniciens chez nous développent des applications pour que justement ça permette d'être accessible, voilà, à la partie de la population qui n'a pas d'usage numérique sur ordinateur. Voilà. Pour les services qu'on propose, c'est un peu différent, même si certains de nos services sont aussi basés sur les logiciels qu'on développe. Mais comme on hérite, entre guillemets, enfin, voilà, entre guillemets, on utilise, parce qu'on n'hérite pas, mais on utilise des logiciels libres préexistants et qu'on n'a pas forcément les moyens de transformer ou d'ajouter des fonctionnalités sur ces logiciels, on va avoir certains de nos services qui ne sont pas du tout compatibles avec des usages sur smartphone. Mais en fait, ces services-là, ils sont des services principalement dédiés au travail en ligne, en fait. Et du coup, je pense que dans les classes populaires, en fait, l'outil est assez peu utilisé, enfin, les smartphones sont assez peu utilisés pour travailler. C'est-à-dire que, je sais pas, faire un compte-rendu collaboratif en ligne, c'est pas une pratique professionnelle, en fait. Donc, à la rigueur, que ce soit pas compatible avec un smartphone, qu'un pad chez Framapad soit pas compatible avec un smartphone, pour nous, c'est pas vraiment un souci parce que voilà, notre cible, voilà, et le besoin de toute façon qui est émis par cet outil, il est bien lié à une pratique professionnelle, donc qui passe principalement par un ordinateur. Voilà. Mais c'est un souci qu'on a, et après, voilà, dans la limite de nos capacités et de nos moyens, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Et après, le logiciel libre, dans sa grandeur, je rebondis là-dessus, en fait, a besoin qu'on l'aide, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il y a des personnes qui développent du logiciel libre, voilà, qui le développent à leur façon et très souvent avec leurs biais, hein, qui sont voilà, classe supérieure, hommes hétéro cis blancs, enfin voilà, on a vraiment ça, hétéro cis blanc, et donc avec des biais qui sont aussi voilà, des biais qui relèvent par exemple du sexisme sur certains outils. En fait, le principe du logiciel, c'est qu'il est contributif, enfin du logiciel libre, c'est qu'il est contributif, et donc du coup, si on veut qu'il soit meilleur, il faut des personnes qui viennent donner un coup de main pour le rendre plus accessible au plus grand nombre. Oui, Léonard Gué, je travaille à la ville d'Annecy. J'ai 2 questions. La première, c'est pour Madame Dominique Pasquier. Dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous avez abordé tout ce qui est fake news, un Fox en bon français, enfin voilà, dans ce que vous avez présenté ou peut-être dans d'autres recherches? Et une autre question un peu plus générale, du coup, pour les 2 intervenantes, mais également aussi peut-être pour d'autres personnes, on a parlé d'une culture numérique citoyenne. Moi, j'ai bien quelques idées là-dessus, mais enfin, c'est encore très vague pour moi. Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, de manière assez opérationnelle, quoi, voilà. En fait, vous avez eu quelques panneaux de fake news dans les échanges Facebook que j'ai montrés sur les élites politiques. On voit très bien circuler sur Facebook des rumeurs qui sont infondées en termes de vérité ou de réalité chiffrée. Donc, ce qui m'a peut-être le plus frappé, il y a beaucoup de travaux sur les fake news, donc je ne peux pas dire que je sois vraiment du tout une spécialiste de la question, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir à quel point, et ça revient d'ailleurs à la question sur la sensibilité aux problématiques posées par Internet, à quel point c'est une population qui s'informe par la télévision, la radio, parce qu'il y a beaucoup de trajets en voiture, et puis qui ne lit pas du tout la presse. Donc,
il y a toujours cette information qui arrive par les fils Facebook et qui est donc une information avec les bulles de filtre qu'on connaît, etc. Donc, c'est vrai que le principe de circulation des rumeurs, il marche très bien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe, quelqu'un fait circuler un panneau qui raconte, où il y a eu plein de panneaux qui comparaient quelqu'un qui travaille au SMIC et quelqu'un qui bénéficie que de l'aide sociale et qui montrait que, en fin de compte, celui qui était au SMIC, il gagnait beaucoup moins au final que celui qui était entretenu par l'État à rien faire. Donc, on voit très bien qu'il y a cette circulation de rumeurs qui est alimentée. C'était sur Facebook. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres endroits où ça circule, hein, bien sûr, mais c'est certain que le désintérêt pour tout ce qui est presse écrite est il n'y a pas d'intérêt pour l'information, c'est terrible, hein. Donc, mais cela dit, il y a une enquête qui va sortir là, qui est vraiment intéressante, qui montre que la première source d'information des Français sur l'actualité, ça reste TF1 et BFM TV, hein. Donc, faut être un peu mollo sur toutes ces histoires de circulation de l'information par Internet qui auraient pris la place de tout ce qu'il y avait avant. Ça a grignoté beaucoup la part de la presse écrite, je pense, mais la télévision reste la première source d'information. Et l'autre question était plutôt pour Angie, je crois. Non? Vous l'avez C'était définir la culture numérique citoyenne. Alors, pour le coup, ce n'est pas un terme qu'on utilise, nous, chez Frama. Ah oui. Voilà, c'est plutôt un terme que toi, tu as utilisé. Donc Oui, non, excuse-moi. J'avais juste noté culture. Je me suis dit, c'est Angie. Donc, qu'est-ce que j'entendais par culture numérique citoyenne? C'est l'expérience de cette collaboration sur l'enquête européenne, EU Kids Online, qui m'avait vraiment étonnée de voir à quel point les pays d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, qui participaient tous à l'enquête, il y avait 27 pays, en fait, étaient différents du modèle de l'Europe du Nord, Allemagne comprise, dans le rôle que jouait l'éducation nationale, les enseignants, à la formation au numérique des jeunes. Et qu'est-ce que c'est une formation numérique citoyenne? Ça serait qui est à l'école, au plus jeunes âges, des cours sur le fait qu'il y a plusieurs sortes d'Internet. Il y a du divertissement, il y a la communication, et ça, les jeunes, ils rentrent comme dans du beurre, sans problème. Mais il y a aussi toute cette autre, apprendre à chercher des informations, apprendre à remplir des formulaires, tout ça, ce n'est pas du tout présent dans les programmes de l'école française. Il y a une réticence, je pense, du côté des milieux enseignants là-dessus. Mais je pense qu'il y aurait des pistes quand même pour essayer d'expliquer les fonctionnements du travail de réputation sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé autour de Snapchat et du cyberharcèlement. C'est des choses qui devraient… C'est affolant de voir que tout ce qui s'est passé dans les écoles récemment, finalement, ni les profs, ni les documentalistes, ni les parents n'étaient au courant de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un problème d'une culture numérique des jeunes qui se développe complètement à l'écart et qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus à des très jeunes âges. Moi, je mettrais ça vraiment à la fin du cycle primaire, hein, et pas du tout au collège. À des très jeunes âges, il faut qu'il y ait une tentative d'éducation à tout ça. Je pense que ce serait vraiment bien, ce serait utile en tout cas. Merci beaucoup. On m'a fait signe qu'il fallait conclure cet échange bien que passionnant. Juste pour vous redire qu'effectivement, cet après-midi, pour celles et ceux qui sont inscrits, il y aura un atelier pour continuer ce sujet, notamment lié au GAFAM et comment on s'en passe avec, j'imagine, des approches plus pratico-pratiques d'entrer sur le chemin de l'émancipation numérique. Et puis Dominique qui reste avec nous à la fois pour la pause et qui sera encore au moins jusqu'à midi, hein, pour si vous avez des questions, on vous invite à les solliciter. Merci beaucoup Angie, merci beaucoup Dominique, et je repasse la parole au maître de cérémonie.